La femme de ménage accusée de vol. Et le milliardaire décida d'agir de manière inattendue. Madame Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour vol qualifié. Les mots résonnent dans le hall de marbre du prestigieux hôtel particulier du 16e arrondissement parisien comme une condamnation à mort. Marie Dubois, 52 ans, femme de ménage depuis 23 ans dans cette demeure, sent ses jambes se dérober sous elle tandis que les menottes se referment sur ses poignets tremblants. L'odeur de l'encaustique qu'elle avait appliquée ce matin même sur les boiseries centenaires flotte encore dans l'air, mélangée maintenant à l'âcreté de sa propre sueur froide. Ses yeux noisettes, d'ordinaire si doux, parcourent avec affolement les visages fermés qui l'entourent, l'inspecteur Moreau aux traits durs, la gouvernante Madame Bertrand qui détourne le regard, et au fond, près de l'escalier en colimaçon, une silhouette qu'elle ne reconnaît pas. Il y a erreur, balbutie-t-elle, sa voix se brisant sur chaque syllabe. Je n'ai jamais rien pris de cette maison. Mais déjà, les policiers la poussent vers la sortie, leurs semelles claquant sur le sol de marbre comme des coups de marteau sur son destin. À travers les hautes fenêtres aux rideaux de soie damassée, elle aperçoit les passants du boulevard Saint-Germain qui continuent leur vie, inconscients du drame qui se joue à quelques mètres d'eux. Dans le salon Louis XV où elle a passé des milliers d'heures à faire briller chaque surface, à épousseter chaque bibelot avec la minutie d'une orfèvre, tout semble soudain hostile. Les portraits des ancêtres au regard sévère semblent la juger depuis leur cadre doré. L'horloge de Sèvres, qu'elle a tant de fois remontée avec précaution, égrène maintenant les secondes de son humiliation avec une régularité impitoyable. Le collier de diamants de Madame la comtesse de Montclair a disparu de son coffret, explique l'inspecteur d'une voix monocorde. Vous étiez la seule personne présente dans la chambre hier après-midi entre 15 et 17 heures. Marie secoue la tête avec véhémence, ses cheveux grisonnants s'échappant de son chignon habituel. Elle se souvient parfaitement de cet après-midi. Elle avait nettoyé la chambre de maître avec son soin habituel, avait même remarqué que le coffret était entrouvert, mais jamais elle n'aurait osé y toucher. La gouvernante Madame Bertrand, qui la supervise depuis 15 ans, évite toujours son regard. Cette femme sèche aux cheveux tirés, qui lui a pourtant souvent dit apprécier son travail consciencieux, reste muette comme une carpe. Il y a quelque chose dans son attitude, une nervosité inhabituelle, qui ne trompe pas Marie. Ses doigts aux ongles impeccablement manucurés tripotent sans cesse le trousseau de clés argentées qui pend à sa ceinture. Vous ne comprenez pas, insiste Marie en se tournant vers l'inspecteur. Cette maison, c'est ma vie. J'ai vu grandir les enfants de monsieur le comte. J'ai soigné madame la comtesse quand elle était malade. Pourquoi aurais-je fait une chose pareille? Sa voix se brise définitivement sur ces derniers mots, et les larmes qu'elle retenait depuis le début coulent enfin sur ses joues ridées par les années de labeur. L'inspecteur Moreau, un homme robuste aux cheveux poivre et sel, consulte son carnet avec l'indifférence de celui qui a vu trop d'affaires similaires. Les preuves sont accablantes, madame. Vos empreintes sont partout dans la chambre, vous aviez accès au lieu, et... Il marque une pause dramatique. Nous avons retrouvé ceci dans votre vestiaire. Il sort un petit écrin de velours rouge de la poche de son imperméable. Le monde s'effondre sous les pieds de Marie. Cet écrin, elle ne l'a jamais vu de sa vie, mais elle reconnaît immédiatement le style délicat de la joaillerie Cartier. Non, ce n'est pas possible, s'écrie-t-elle. Quelqu'un l'a mis là. Je vous jure sur la tête de mes petits-enfants que je n'ai jamais vu cette chose. Mais ces protestations résonnent dans le vide, noyées par le bruit des conversations policières et le cliquetis métallique des menottes. Soudain, une voix grave et posée s'élève depuis le fond du hall. Un instant, inspecteur. Tous les regards se tournent vers la silhouette qui s'avance lentement dans la lumière dorée du lustre de cristal. L'homme est grand, élégant, vêtu d'un costume sombre impeccablement coupé. Ses cheveux argentés sont peignés vers l'arrière, et ses yeux d'un bleu acier semblent percer à travers les âmes. Marie ne l'a jamais vu, mais quelque chose dans son port altier, dans la façon dont tous les présents se figent à son approche, lui indique qu'il s'agit de quelqu'un d'important. « Qui êtes-vous » demande l'inspecteur Moreau, visiblement déstabilisé par cette interruption inattendue. L'homme sourit légèrement, un sourire qui n'atteint pas ses yeux, et sort de sa poche intérieure une carte de visite qu'il tend à l'officier. Alexandre Beaumont, PDG du groupe Beaumont Industries. Le nom résonne comme une évidence dans l'esprit de Marie. Beaumont Industries, l'empire financier qui possède la moitié des entreprises de luxe en France, des hôtels aux maisons de haute couture. L'inspecteur écarquille les yeux en lisant la carte. Le groupe Beaumont, c'est des milliards d'euros de chiffre d'affaires, des milliers d'employés, une influence qui s'étend bien au-delà des frontières françaises. Que fait un homme de cette envergure dans cette affaire de vol domestique?
Monsieur Beaumont, avec tout le respect que je vous dois, cette affaire ne vous concerne pas. Nous avons un suspect et des preuves. Alexandre Beaumont s'approche encore, ses chaussures italiennes faisant résonner ses pas mesurés sur le marbre. Il porte une attention particulière à Marie, l'examinant avec une intensité troublante, comme s'il cherchait à lire son âme à travers ses yeux rougis par les larmes. Justement, inspecteur, cette affaire me concerne plus que vous ne pourriez l'imaginer. Il marque une pause, laissant planer un silence lourd de sous-entendu. Cette femme, je la connais. Marie sent son cœur s'arrêter de battre. Comment ce milliardaire pourrait-il la connaître? Elle qui n'a jamais fréquenté que les cuisines et les offices, qui prend le métro ligne 4 tous les matins depuis Châtelet pour venir travailler dans ce quartier huppé, qui rentre chaque soir dans son petit appartement de Belleville où l'odeur de tagine de sa voisine marocaine se mélange aux effluves de sa propre cuisine modeste. Vous la connaissez? L'inspecteur Moreau fronce les sourcils, son carnet toujours ouvert à la page des témoignages. Dans quel contexte? Alexandre Beaumont ne répond pas immédiatement. Il continue d'observer Marie avec cette intensité dérangeante, comme s'il tentait de résoudre une énigme complexe. L'horloge de Sèvres égrène les secondes dans un silence de cathédrale, rythmant la tension palpable qui envahit le hall. Il y a 24 ans, commence-t-il lentement, Marie Dubois a sauvé la vie de mon fils unique. Les mots tombent comme des pierres dans un étang, créant des ondulations de stupeur sur tous les visages présents. Marie écarquille les yeux, fouillant désespérément dans sa mémoire. 24 ans. 1999, elle travaillait alors dans un autre arrondissement, dans une famille différente. Soudain, l'image surgit avec une netteté bouleversante. Un petit garçon aux cheveux blonds, 8 ans peut-être, qui était tombé dans la Seine près du Pont-Neuf par un après-midi pluvieux de novembre. Elle rentrait du marché, ses bras chargés de courses, quand elle avait entendu les cris. Sans réfléchir, elle avait plongé dans l'eau glacée, ses vêtements l'alourdissant, ses poumons brûlants, pour ramener l'enfant sur la berge. Les pompiers étaient arrivés, l'enfant avait été emmené à l'hôpital, et elle était repartie chez elle, trempée et grelottante, sans même donner son nom. Julien, murmure-t-elle, le prénom surgissant de sa mémoire comme une révélation. Alexandre Beaumont hoche la tête, et pour la première fois, son masque d'homme d'affaires impénétrable se fissure légèrement. Julien Beaumont. Mon fils. Il a aujourd'hui 32 ans, il dirige la filiale européenne de notre groupe, il est marié, père de 2 enfants magnifiques. Et il doit tout cela à cette femme que vous vous apprêtez à emmener en prison. L'atmosphère dans le hall devient électrique. Madame Bertrand a pâli, ses doigts se crispent maintenant violemment sur son trousseau de clés. L'inspecteur Moreau regarde alternativement Marie et Alexandre Beaumont, visiblement dépassés par cette révélation. Comment une simple femme de ménage peut-elle avoir un lien avec l'un des hommes les plus puissants de France? Alexandre Beaumont sort son téléphone portable, un modèle dernier cri, et compose un numéro. Maître Delacroix? C'est Alexandre. J'ai besoin de vous immédiatement au 47 boulevard Saint-Germain. Non, ce n'est pas pour mes affaires, c'est personnel. Il raccroche et se tourne vers l'inspecteur. Mon avocat sera là dans 15 minutes. En attendant, je suggère fortement de suspendre cette arrestation. Monsieur Beaumont, proteste l'inspecteur, nous ne pouvons pas. Mais le milliardaire l'interrompt d'un geste de la main, autoritaire mais courtois. Inspecteur, cette femme a risqué sa vie pour sauver mon enfant. Elle n'a jamais cherché de récompense, n'a jamais révélé son identité, n'a jamais tenté de tirer profit de son geste héroïque. Pensez-vous réellement qu'une personne de cette intégrité morale commettrait un vol après 23 ans de service irréprochable? Marie sent un espoir fou naître dans sa poitrine, mais elle n'ose pas encore y croire. Trop de choses se bousculent dans son esprit. Ce souvenir enfoui qui ressurgit, ce milliardaire qui apparaît comme un ange gardien, cette accusation qui s'effrite peut-être. Et surtout, cette question qui la taraude. Si Alexandre Beaumont dit la vérité, alors qui a vraiment volé le collier? Et pourquoi a-t-on voulu lui faire porter le chapeau? Alexandre Beaumont s'approche d'elle, si près qu'elle peut sentir l'odeur discrète de son eau de toilette, un mélange sophistiqué de cèdre et de bergamote qui contraste violemment avec l'âcreté de sa propre sueur d'angoisse. Madame Dubois, regardez-moi, dit-il d'une voix douce mais ferme. Leurs yeux se croisent, et elle y lit quelque chose qu'elle n'attendait pas, de la gratitude, certes, mais aussi une détermination d'acier qui lui donne des frissons. Je vais découvrir qui vous a tendu ce piège, murmure-t-il si bas que seule elle peut l'entendre. Et je vous promets que la vérité éclatera au grand jour.
Puis, se redressant vers l'inspecteur, « Cette femme ne quittera pas cette maison, menotte au poignet. Du moins pas aujourd'hui. » Son ton ne souffre aucune réplique, celui d'un homme habitué à voir ses volontés respectées. Mais à cet instant précis, un cri strident déchire l'atmosphère tendue. Madame Bertrand, la gouvernante, vient de laisser tomber son trousseau de clés qui s'écrase sur le marbre dans un fracas métallique assourdissant. Son visage est devenu livide, ses lèvres tremblent, et elle fixe Alexandre Beaumont avec une terreur absolue, comme si elle venait de voir le diable en personne. « Madame Bertrand ?» La voix d'Alexandre Beaumont claque comme un fouet dans le silence pesant qui a suivi la chute du trousseau. La gouvernante semble pétrifiée, ses yeux exorbités ne quittent plus le visage du milliardaire, tandis que ses mains tremblantes tentent maladroitement de ramasser les clés éparpillées sur le sol. Marie observe cette scène surréaliste avec une fascination morbide. En 15 ans de collaboration, elle n'a jamais vu Madame Bertrand, d'ordinaire si composée et autoritaire, dans un tel état de panique. La femme aux cheveux tirés, toujours impeccable dans son tailleur anthracite, ressemble maintenant à un animal pris au piège. L'inspecteur Moreau, intrigué par ce nouveau développement, s'approche de la gouvernante avec la curiosité d'un limier qui flaire une piste. « Madame, vous connaissez Monsieur Beaumont ?» Sa voix a pris cette intonation particulière que Marie lui a entendu employer tout à l'heure lors de son interrogatoire, ce mélange de fermeté et de patience calculée qui caractérise les enquêteurs expérimentés. Madame Bertrand secoue la tête avec une véhémence qui trahit sa nervosité, mais ses yeux continuent de darder des regards affolés vers Alexandre Beaumont, comme si sa seule présence représentait une menace mortelle. « Je ne vois pas pourquoi je connaîtrais monsieur », balbutie-t-elle en se relevant péniblement, ses genoux arthritiques protestent visiblement contre l'effort. « J'ai simplement été surprise par cette révélation concernant Marie. » Mais sa voix manque de conviction, et Alexandre Beaumont l'observe avec cette même intensité troublante qu'il avait dirigée vers Marie quelques minutes auparavant. Il y a dans son regard quelque chose de prédateur, la patience calculée d'un homme habitué à débusquer les mensonges dans les conseils d'administration et les négociations financières. « Vraiment ?» murmure-t-il, et ce simple mot semble résonner comme une menace voilée. Soudain, la porte d'entrée s'ouvre avec fracas, et un homme élégant aux cheveux poivre et fait irruption dans le hall, une mallette de cuir à la main et l'assurance de celui qui a l'habitude des urgences juridiques. « Maître Delacroix », annonce Alexandre Beaumont sans quitter Madame Bertrand des yeux. « Je vous présente Madame Marie Dubois, la femme qui a sauvé la vie de Julien. » L'avocat, un homme d'une soixantaine d'années au trait fin et intelligent, évalue rapidement la situation d'un regard exercé, note la présence policière, les menottes au poignet de Marie, la tension palpable qui règne dans l'atmosphère feutrée de ce salon bourgeois. « Inspecteur », commence maître Delacroix avec l'autorité naturelle de celui qui a plaidé devant les plus hautes cours de France, « j'aimerais examiner le dossier d'accusation contre ma cliente. » L'emploi du terme « cliente » fait tressaillir Marie. Jamais de sa vie elle n'aurait imaginé avoir besoin des services d'un avocat, et encore moins d'un ténor du barreau parisien dont les honoraires doivent dépasser son salaire annuel. L'inspecteur Moreau semble déstabilisé par cette escalade soudaine de l'affaire, cette transformation d'un simple vol domestique en affrontement entre personnalités influentes du tout Paris. Pendant que l'avocat et l'inspecteur s'isolent près des hautes fenêtres pour examiner le dossier, Alexandre Beaumont s'approche lentement de Madame Bertrand, qui recule instinctivement vers l'escalier en colimaçon, comme un animal acculé cherchant une issue de secours. « Vous savez, Madame Bertrand, dit-il d'une voix douce mais chargée de sous-entendus, j'ai une excellente mémoire. Et certains visages, même vieillis, même changés, restent gravés à jamais. » La gouvernante devient encore plus pâle, si c'est possible, et Marie remarque que ses mains tremblent maintenant si violemment qu'elle doit les croiser devant elle pour tenter de maîtriser ses spasmes révélateurs. « Je ne comprends pas de quoi vous parlez, » chuchote Madame Bertrand, mais sa voix n'est plus qu'un souffle rauque. Alexandre Beaumont sourit, un sourire glacial qui ne réchauffe pas ses yeux d'acier. « Bien sûr que vous comprenez. La question est, depuis combien de temps prépariez-vous ce piège contre Marie? Et surtout... » Il marque une pause théâtrale, laissant le silence s'épaissir comme une chape de plomb. « Pour le compte de qui agissez-vous » Cette dernière question tombe comme une bombe dans l'esprit de Marie. Quelqu'un aurait orchestré sa chute? Mais qui pourrait lui vouloir du mal à ce point? À cet instant, maître Delacroix revient vers le groupe, son expression grave contrastant avec l'assurance qu'il affichait à son arrivée. « Inspecteur Moreau, les preuves présentées dans ce dossier sont pour le moins fragiles. » Il ajuste ses lunettes de lecture d'un geste précis. «
Un écrin retrouvé dans un vestiaire accessible à toute la domesticité, des empreintes qui ne prouvent rien puisque Madame Dubois travaille quotidiennement dans cette chambre, et aucun témoin direct du prétendu vol. L'inspecteur semble mal à l'aise, conscient que cette affaire est en train de lui échapper complètement, transformée en partie d'échecs dont il ne maîtrise plus les règles. Mais c'est alors que Madame Bertrand, poussée dans ses derniers retranchements, commet l'erreur fatale. Vous ne pouvez pas prouver que j'ai. Elle s'interrompt brutalement, réalisant l'énormité de ce qu'elle vient de révéler. Un silence de mort s'abat sur le hall, ponctué seulement par le tic-tac impitoyable de l'horloge de Sèvres. Alexandre Beaumont se fige, un sourire de prédateur aux lèvres, tandis que l'inspecteur Moreau dégaine son carnet avec la rapidité d'un cow-boy du Far West. « Que vous avez quoi, Madame Bertrand ?» La voix de l'inspecteur a pris une dureté métallique. La gouvernante réalise son erreur, mais il est trop tard. Les mots sont sortis, la vérité commence à poindre derrière le rideau de mensonges si soigneusement tissé. Alexandre Beaumont s'avance vers elle avec la grâce dangereuse d'un fauve qui sent sa proie à portée de griffes. « Allez-y, Madame Bertrand. Finissez votre phrase. Que ne peuvent-ils pas prouver que vous avez fait ?» Et dans ses yeux, Marie lit une promesse terrible. Cet homme ne s'arrêtera pas avant d'avoir découvert toute la vérité, quitte à retourner Paris pierre par pierre, la femme de ménage accusée de vol. Et le milliardaire décida d'agir de manière inattendue. Madame Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour vol qualifié. Les mots résonnent dans le hall de marbre du prestigieux hôtel particulier du 16e arrondissement parisien. Comme une condamnation à mort. Marie Dubois, 52 ans, femme de ménage depuis 23 ans dans cette demeure, sent ses jambes se dérober sous elle tandis que les menottes se referment sur ses poignets tremblants. L'odeur de l'encaustique qu'elle avait appliquée ce matin même sur les boiseries centenaires flotte encore dans l'air, mélangée maintenant à l'âcreté de sa propre sueur froide. Ses yeux noisettes, d'ordinaire si doux, parcourent avec affolement les visages fermés qui l'entourent, l'inspecteur Moreau aux traits durs, la gouvernante Madame Bertrand qui détourne le regard, et au fond, près de l'escalier en colimaçon, une silhouette qu'elle ne reconnaît pas. Il y a erreur, balbutie-t-elle, sa voix se brisant sur chaque syllabe. Je n'ai jamais rien pris de cette maison. Mais déjà, les policiers la poussent vers la sortie, leurs semelles claquant sur le sol de marbre comme des coups de marteau sur son destin. À travers les hautes fenêtres aux rideaux de soie damassée, elle aperçoit les passants du boulevard Saint-Germain qui continuent leur vie, inconscients du drame qui se joue à quelques mètres d'eux. Dans le salon Louis XV où elle a passé des milliers d'heures à faire briller chaque surface, à épousseter chaque bibelot avec la minutie d'une orfèvre, tout semble soudain hostile. Les portraits des ancêtres au regard sévère semblent la juger depuis leur cadre doré. L'horloge de Sèvres, qu'elle a tant de fois remontée avec précaution, égrène maintenant les secondes de son humiliation avec une régularité impitoyable. Le collier de diamants de Madame la comtesse de Montclair a disparu de son coffret, explique l'inspecteur d'une voix monocorde. Vous étiez la seule personne présente dans la chambre hier après-midi entre 15 et 17 heures. Marie secoue la tête avec véhémence, ses cheveux grisonnants s'échappant de son chignon habituel. Elle se souvient parfaitement de cet après-midi. Elle avait nettoyé la chambre de maître avec son soin habituel, avait même remarqué que le coffret était entrouvert, mais jamais elle n'aurait osé y toucher. La gouvernante Madame Bertrand, qui la supervise depuis 15 ans, évite toujours son regard. Cette femme sèche aux cheveux tirés, qui lui a pourtant souvent dit apprécier son travail consciencieux, reste muette comme une carpe. Il y a quelque chose dans son attitude, une nervosité inhabituelle, qui ne trompe pas Marie. Ses doigts aux ongles impeccablement manucurés tripotent sans cesse le trousseau de clés argentées qui pend à sa ceinture. « Vous ne comprenez pas », insiste Marie en se tournant vers l'inspecteur. « Cette maison, c'est ma vie. J'ai vu grandir les enfants de monsieur le comte. J'ai soigné Madame la comtesse quand elle était malade. Pourquoi aurais-je fait une chose pareille ?» Sa voix se brise définitivement sur ces derniers mots, et les larmes qu'elle retenait depuis le début coulent enfin sur ses joues ridées par les années de labeur. L'inspecteur Moreau, un homme robuste aux cheveux poivre et sel, consulte son carnet avec l'indifférence de celui qui a vu trop d'affaires similaires. Les preuves sont accablantes, madame. Vos empreintes sont partout dans la chambre, vous aviez accès au lieu, et... Il marque une pause dramatique. Nous avons retrouvé ceci dans votre vestiaire. Il sort un petit écrin de velours rouge de la poche de son imperméable. Le monde s'effondre sous les pieds de Marie. Cet écrin, elle ne l'a jamais vu de sa vie, mais elle reconnaît immédiatement le style délicat de la joaillerie Cartier. « Non, ce n'est pas possible !» s'écrie-t-elle. « Quelqu'un l'a mis là.
Je vous jure sur la tête de mes petits-enfants que je n'ai jamais vu cette chose. Mais ces protestations résonnent dans le vide, noyées par le bruit des conversations policières et le cliquetis métallique des menottes. Soudain, une voix grave et posée s'élève depuis le fond du hall. Un instant, inspecteur. Tous les regards se tournent vers la silhouette qui s'avance lentement dans la lumière dorée du lustre de cristal. L'homme est grand, élégant, vêtu d'un costume sombre impeccablement coupé. Ses cheveux argentés sont peignés vers l'arrière, et ses yeux d'un bleu acier semblent percer à travers les âmes. Marie ne l'a jamais vu, mais quelque chose dans son port altier, dans la façon dont tous les présents se figent à son approche, lui indique qu'il s'agit de quelqu'un d'important. « Qui êtes-vous » demande l'inspecteur Moreau, visiblement déstabilisé par cette interruption inattendue. L'homme sourit légèrement, un sourire qui n'atteint pas ses yeux, et sort de sa poche intérieure une carte de visite qu'il tend à l'officier. Alexandre Beaumont, PDG du groupe Beaumont Industries. Le nom résonne comme une évidence dans l'esprit de Marie. Beaumont Industries, l'empire financier qui possède la moitié des entreprises de luxe en France, des hôtels aux maisons de haute couture. L'inspecteur écarquille les yeux en lisant la carte. Le groupe Beaumont, c'est des milliards d'euros de chiffre d'affaires, des milliers d'employés, une influence qui s'étend bien au-delà des frontières françaises. Que fait un homme de cette envergure dans cette affaire de vol domestique? Monsieur Beaumont, avec tout le respect que je vous dois, cette affaire ne vous concerne pas. Nous avons un suspect et des preuves. Alexandre Beaumont s'approche encore, ses chaussures italiennes faisant résonner ses pas mesurés sur le marbre. Il porte une attention particulière à Marie, l'examinant avec une intensité troublante, comme s'il cherchait à lire son âme à travers ses yeux rougis par les larmes. Justement, inspecteur, cette affaire me concerne plus que vous ne pourriez l'imaginer. Il marque une pause, laissant planer un silence lourd de sous-entendus. Cette femme, je la connais. Marie sent son cœur s'arrêter de battre. Comment ce milliardaire pourrait-il la connaître? Elle qui n'a jamais fréquenté que les cuisines ailées. Office, qui prend le métro ligne 4 tous les matins depuis Châtelet pour venir travailler dans ce quartier huppé, qui rentre chaque soir dans son petit appartement de Belleville où l'odeur de tagine de sa voisine marocaine se mélange aux effluves de sa propre cuisine modeste. Vous la connaissez. L'inspecteur Moreau fronce les sourcils, son carnet toujours ouvert à la page des témoignages. Dans quel contexte? Alexandre Beaumont ne répond pas immédiatement. Il continue d'observer Marie avec cette intensité dérangeante, comme s'il tentait de résoudre une énigme complexe. L'horloge de Sèvres égrène les secondes dans un silence de cathédrale, rythmant la tension palpable qui envahit le hall. Il y a 24 ans, commence-t-il lentement, Marie Dubois a sauvé la vie de mon fils unique. Les mots tombent comme des pierres dans un étang, créant des ondulations de stupeur sur tous les visages présents. Marie écarquille les yeux, fouillant désespérément dans sa mémoire. 24 ans. 1999, elle travaillait alors dans un autre arrondissement, dans une famille différente. Soudain, l'image surgit avec une netteté bouleversante. Un petit garçon aux cheveux blonds, 8 ans peut-être, qui était tombé dans la Seine près du Pont-Neuf par un après-midi pluvieux de novembre. Elle rentrait du marché, ses bras chargés de courses, quand elle avait entendu les cris. Sans réfléchir, elle avait plongé dans l'eau glacée, ses vêtements l'alourdissant, ses poumons brûlants, pour ramener l'enfant sur la berge. Les pompiers étaient arrivés, l'enfant avait été emmené à l'hôpital, et elle était repartie chez elle, trempée et grelottante, sans même donner son nom. Julien, murmure-t-elle, le prénom surgissant de sa mémoire comme une révélation. Alexandre Beaumont hoche la tête, et pour la première fois, son masque d'homme d'affaires impénétrable se fissure légèrement. Julien Beaumont. Mon fils. Il a aujourd'hui 32 ans, il dirige la filiale européenne de notre groupe, il est marié, père de 2 enfants magnifiques. Et il doit tout cela à cette femme que vous vous apprêtez à emmener en prison. L'atmosphère dans le hall devient électrique. Madame Bertrand a pâli, ses doigts se crispent maintenant violemment sur son trousseau de clés. L'inspecteur Moreau regarde alternativement Marie et Alexandre Beaumont, visiblement dépassé par cette révélation. Comment une simple femme de ménage peut-elle avoir un lien avec l'un des hommes les plus puissants de France? Alexandre Beaumont sort son téléphone portable, un modèle dernier cri, et compose un numéro. Maître Delacroix? C'est Alexandre. J'ai besoin de vous immédiatement au 47 boulevard Saint-Germain. Non, ce n'est pas pour mes affaires, c'est personnel. Il raccroche et se tourne vers l'inspecteur. Mon avocat sera là dans 15 minutes.
En attendant, je suggère fortement de suspendre cette arrestation. Monsieur Beaumont, proteste l'inspecteur, nous ne pouvons pas. Mais le milliardaire l'interrompt d'un geste de la main, autoritaire mais courtois. Inspecteur, cette femme a risqué sa vie pour sauver mon enfant. Elle n'a jamais cherché de récompense, n'a jamais révélé son identité, n'a jamais tenté de tirer profit de son geste héroïque. Pensez-vous réellement qu'une personne de cette intégrité morale commettrait un vol après 23 ans de service irréprochable? Marie sent un espoir fou naître dans sa poitrine, mais elle n'ose pas encore y croire. Trop de choses se bousculent dans son esprit. Ce souvenir enfoui qui ressurgit, ce milliardaire qui apparaît comme un ange gardien, cette accusation qui s'effrite peut-être. Et surtout, cette question qui la taraude. Si Alexandre Beaumont dit la vérité, alors qui a vraiment volé le collier? Et pourquoi a-t-on voulu lui faire porter le chapeau? Alexandre Beaumont s'approche d'elle, si près qu'elle peut sentir l'odeur discrète de son eau de toilette, un mélange sophistiqué de cèdre et de bergamote qui contraste violemment avec l'âcreté de sa propre sueur d'angoisse. « Madame Dubois, regardez-moi, dit-il d'une voix douce mais ferme. Leurs yeux se croisent, et elle y lit quelque chose qu'elle n'attendait pas, de la gratitude, certes, mais aussi une détermination d'acier qui lui donne des frissons. « Je vais découvrir qui vous a tendu ce piège, murmure-t-il si bas que seule elle peut l'entendre. Et je vous promets que la vérité éclatera au grand jour. » Puis, se redressant vers l'inspecteur, « Cette femme ne quittera pas cette maison menotte au poignet. Du moins pas aujourd'hui. » Son ton ne souffre aucune réplique, celui d'un homme habitué à voir ses volontés respectées. Mais à cet instant précis, un cri strident déchire l'atmosphère tendue. Madame Bertrand, la gouvernante, vient de laisser tomber son trousseau de clés qui s'écrase sur le marbre dans un fracas métallique assourdissant. Son visage est devenu livide, ses lèvres tremblent, et elle fixe Alexandre Beaumont avec une terreur absolue, comme si elle venait de voir le diable en personne. Partie 2, développement, Madame Bertrand. La voix d'Alexandre Beaumont claque comme un fouet dans le silence pesant qui a suivi la chute du trousseau. La gouvernante semble pétrifiée, ses yeux exorbités ne quittent plus le visage du milliardaire, tandis que ses mains tremblantes tentent maladroitement de ramasser les clés éparpillées sur le sol. Marie observe cette scène surréaliste avec une fascination morbide. En 15 ans de collaboration, elle n'a jamais vu Madame Bertrand, d'ordinaire si composée et autoritaire, dans un tel état de panique. La femme aux cheveux tirés, toujours impeccable dans son tailleur anthracite, ressemble maintenant à un animal pris au piège. L'inspecteur Moreau, intrigué par ce nouveau développement, s'approche de la gouvernante avec la curiosité d'un limier qui flaire une piste. « Madame, vous connaissez Monsieur Beaumont ?» Sa voix a pris cette intonation particulière que Marie lui a entendu employer tout à l'heure lors de son interrogatoire, ce mélange de fermeté et de patience calculée qui caractérise les enquêteurs expérimentés. Madame Bertrand secoue la tête avec une véhémence qui trahit sa nervosité, mais ses yeux continuent de darder des regards affolés vers Alexandre Beaumont, comme si sa seule présence représentait une menace mortelle. « Je ne vois pas pourquoi je connaîtrais monsieur. » balbutie-t-elle en se relevant péniblement, ses genoux arthritiques protestent visiblement contre l'effort. J'ai simplement été surprise par cette révélation concernant Marie. Mais sa voix manque de conviction, et Alexandre Beaumont l'observe avec cette même intensité troublante qu'il avait dirigée vers Marie quelques minutes auparavant. Il y a dans son regard quelque chose de prédateur, la patience calculée d'un homme habitué à débusquer les mensonges dans les conseils d'administration et les négociations financières. « Vraiment ?» murmure-t-il, et ce simple mot semble résonner comme une menace voilée. Soudain, la porte d'entrée s'ouvre avec fracas, et un homme élégant aux cheveux poivre et fait irruption dans le hall, une mallette de cuir à la main et l'assurance de celui qui a l'habitude des urgences juridiques. « Maître Delacroix », annonce Alexandre Beaumont sans quitter Madame Bertrand des yeux. « Je vous présente Madame Marie Dubois, la femme qui a sauvé la vie de Julien. » L'avocat, un homme d'une 60aine d'années au très fin et intelligent, évalue rapidement la situation d'un regard exercé, note la présence policière, les menottes au poignet de Marie, la tension palpable qui règne dans l'atmosphère feutrée de ce salon bourgeois. « Inspecteur », commence maître Delacroix avec l'autorité naturelle de celui qui a plaidé devant les plus hautes cours de France, « j'aimerais examiner le dossier d'accusation contre ma cliente. » L'emploi du terme « cliente » fait tressaillir Marie. Jamais de sa vie elle n'aurait imaginé avoir besoin des services d'un avocat, et encore moins d'un ténor du barreau parisien dont les honoraires doivent dépasser son salaire annuel. L'inspecteur Moreau semble déstabilisé par cette escalade soudaine de l'affaire, cette transformation d'un simple vol domestique en affrontement entre personnalités influentes du tout Paris.
Pendant que l'avocat et l'inspecteur s'isolent près des hautes fenêtres pour examiner le dossier, Alexandre Beaumont s'approche lentement de Madame Bertrand, qui recule instinctivement vers l'escalier en colimaçon, comme un animal acculé cherchant une issue de secours. Vous savez, Madame Bertrand, dit-il d'une voix douce mais chargée de sous-entendus, j'ai une excellente mémoire. Et certains visages, même vieillis, même changés, restent gravés à jamais. La gouvernante devient encore plus pâle, si c'est possible, et Marie remarque que ses mains tremblent maintenant si violemment qu'elle doit les croiser devant elle pour tenter de maîtriser ses spasmes révélateurs. Je ne comprends pas de quoi vous parlez, chuchote Madame Bertrand, mais sa voix n'est plus qu'un souffle rauque. Alexandre Beaumont sourit, un sourire glacial qui ne réchauffe pas ses yeux d'acier. Bien sûr que vous comprenez. La question est, depuis combien de temps prépariez-vous ce piège contre Marie? Et surtout, il marque une pause théâtrale, laissant le silence s'épaissir comme une chape de plomb. Pour le compte de qui agissez-vous? Cette dernière question tombe comme une bombe dans l'esprit de Marie. Quelqu'un aurait orchestré sa chute? Mais qui pourrait lui vouloir du mal à ce point? À cet instant, Maître Delacroix revient vers le groupe, son expression grave contrastant avec l'assurance qu'il affichait à son arrivée. Inspecteur Moreau, les preuves présentées dans ce dossier sont pour le moins fragiles. Il ajuste ses lunettes de lecture d'un geste précis, un écrin retrouvé dans un vestiaire accessible à toute la domesticité, des empreintes qui ne prouvent rien puisque Madame Dubois travaille quotidiennement dans cette chambre, et aucun témoin direct du prétendu vol. L'inspecteur semble mal à l'aise, conscient que cette affaire est en train de lui échapper complètement, transformée en partie d'échec dont il ne maîtrise plus les règles. Mais c'est alors que Madame Bertrand, poussée dans ses derniers retranchements, commet l'erreur fatale. Vous ne pouvez pas prouver que j'ai. Elle s'interrompt brutalement, réalisant l'énormité de ce qu'elle vient de révéler. Un silence de mort s'abat sur le hall, ponctué seulement par le tic-tac impitoyable de l'horloge de Sèvres. Alexandre Beaumont se fige, un sourire de prédateur aux lèvres, tandis que l'inspecteur Moreau dégaine son carnet avec la rapidité d'un cow-boy du Far West. Que vous avez quoi, Madame Bertrand? La voix de l'inspecteur a pris une dureté métallique. La gouvernante réalise son erreur, mais il est trop tard. Les mots sont sortis, la vérité commence à poindre derrière le rideau de mensonges si soigneusement tissé. Alexandre Beaumont s'avance vers elle avec la grâce dangereuse d'un fauve qui sent sa proie à portée de griffes. Allez-y, Madame Bertrand. Finissez votre phrase. Que ne peuvent-ils pas prouver que vous avez fait? Et dans ses yeux, Marie lit une promesse terrible. Cet homme ne s'arrêtera pas avant d'avoir découvert toute la vérité, quitte à retourner Paris pierre par pierre. Partie 3. Dénouement. Madame Bertrand s'effondre littéralement, ses jambes la trahissant enfin après des décennies de maintien rigide et de contrôle absolu. Elle s'assoit lourdement sur les marches de l'escalier en colimaçon, et pour la première fois depuis que Marie la connaît, elle semble humaine. Vulnérable. Brisée. C'est elle qui m'a forcée, sanglote-t-elle en désignant un portrait accroché au mur, celui d'une femme élégante aux traits aristocratiques que Marie a épousseté des milliers de fois sans jamais. Vraiment la regarder. Madame la comtesse, elle m'a dit que si je ne le faisais pas, elle révélerait mon secret. L'aveu tombe comme une pierre dans un puits sans fond, et Marie sent le monde basculer une fois de plus sous ses pieds. Alexandre Beaumont observe le portrait avec une attention nouvelle, ses yeux se plissant comme s'il cherchait à déchiffrer une énigme complexe. Constance de Montclair, murmure-t-il, et il y a dans sa voix quelque chose que Marie n'arrive pas à identifier. De la colère? De la tristesse? Ou peut-être, de la déception? Je me demandais quand son nom ressurgirait dans cette histoire. Il se tourne vers Madame Bertrand avec une expression où la compassion se mélange étrangement à la détermination. Quel secret peut être assez terrible pour vous pousser à détruire la vie d'une innocente? La gouvernante relève la tête, ses yeux rougis par les larmes fixent Alexandre Beaumont avec une intensité désespérée. Il y a 30 ans, j'ai eu une liaison avec monsieur le comte. Une seule fois, une nuit où madame était partie à Cannes chez sa sœur. Sa voix n'est plus qu'un chuchotement rauque, chargé de honte et de regret. J'étais jeune, naïve, j'ai cru à ses promesses. 9 mois plus tard, j'ai accouché en secret. Marie sent son cœur se serrer. Toutes ces années, cette femme sèche et autoritaire cachait une blessure si profonde, un secret si lourd qu'il avait façonné toute sa personnalité. Et l'enfant? La question d'Alexandre Beaumont claque dans l'air comme un coup de fouet. Madame Bertrand ferme les yeux, comme si la douleur était trop intense pour être supportée les yeux ouverts. Je l'ai abandonné à l'assistance publique.
Madame la comtesse l'a découvert quelques années plus tard, elle a mené son enquête avec la méticulosité d'un détective privé. Depuis, elle me tient. Elle rouvre les yeux, et Marie y lit une détresse si profonde qu'elle en oublie presque sa propre situation. Elle m'a dit que si je ne faisais pas accuser Marie du vol, elle révélerait tout. Mon fils ne sait rien de son origine. Il s'appelle maintenant Julien Beaumont. Les mots sortent de la bouche d'Alexandre avec une douceur infinie, et c'est comme si une bombe atomique explosait dans le salon. Marie manque de s'évanouir. L'enfant qu'elle a sauvé de la noyade, le fils de cet homme puissant qui vient de la tirer des griffes de la justice, c'est le fils de Madame Bertrand? L'inspecteur Moreau lâche son carnet qui tombe sur le sol dans un bruit mat, tandis que Maître Delacroix écarquille les yeux derrière ses lunettes. Alexandre Beaumont s'approche lentement de Madame Bertrand et, dans un geste d'une tendresse inattendue, pose sa main sur l'épaule de cette femme qui vient de révéler qu'elle est la grand-mère biologique de ses propres petits-enfants. Madame Bertrand. Mathilde. Le prénom, prononcé avec une douceur infinie, fait éclater les dernières digues de la gouvernante qui se met à sangloter comme une enfant. Julien sait tout depuis ses 18 ans. Je le lui ai dit moi-même. Et vous savez quoi? Il vous cherche depuis des années. La révélation est si énorme, si bouleversante, que Marie a l'impression que les murs du salon se referment sur elle. Toutes ces années, Madame Bertrand a travaillé dans la terreur, chantée par une femme cruelle qui connaissait son secret le plus intime. Et pendant ce temps, son fils la cherchait, ignorant qu'elle était si proche qu'elle aurait pu le croiser 100 fois dans les couloirs de cette même maison. Constance de Montclair n'est pas la propriétaire de cette demeure, continue Alexandre Beaumont, sa voix prenant une dureté d'acier. C'est une locataire que j'ai hébergée par pitié après la mort de son mari. Une femme rongée par l'amertume et la jalousie, qui s'amuse à manipuler les vies des autres. L'inspecteur Moreau, qui commence enfin à comprendre l'ampleur de la machination, sort de sa stupeur. Où est Madame la comtesse en ce moment? Sa question résonne dans le silence comme un glas. Alexandre Beaumont consulte sa montre, une Patek Philippe qui vaut probablement plus que le salaire annuel de Marie. Si mes informations sont exactes, elle devrait être en train de prendre le vol Air France 1247 pour Rio de Janeiro. Avec, j'imagine, le véritable collier de diamants dans ses bagages. Il sort son téléphone et compose un numéro. Oui, c'est Alexandre Beaumont. Je veux que vous interceptiez le vol AF 1247. Oui, immédiatement. 20 minutes plus tard, alors que les sirènes des voitures de police s'éloignent pour foncer vers Roissy-Charles de Gaulle, Marie se retrouve dans le salon, enfin libérée de ses menottes, face à Alexandre Beaumont et à Mathilde Bertrand, car c'est ainsi qu'elle va désormais l'appeler. La gouvernante, transformée par la libération de son terrible secret, semble avoir rajeuni de 10 ans. « Marie, dit Alexandre Beaumont en s'agenouillant devant elle comme un chevalier devant sa dame, non seulement vous avez sauvé la vie de mon fils, mais aujourd'hui, vous nous avez tous sauvés. Sans cette machination de Constance, jamais nous n'aurions découvert la vérité sur Mathilde. » Et c'est alors que la plus belle des surprises se produit. La porte du salon s'ouvre, et un homme élégant d'une trentaine d'années entre, accompagné d'une femme brune et de 2 enfants aux yeux pétillants. « Papa, tu as dit que tu avais quelqu'un d'important à nous présenter. » Julien Beaumont s'interrompt en voyant Mathilde, et ses yeux se remplissent de larmes. « Maman !» Ce simple mot, chargé de 30 ans d'amour contenu, de recherche vaine et d'espoir, fait éclater toutes les digues émotionnelles dans le salon. Marie assiste, les larmes aux yeux, aux retrouvailles entre une mère et son fils, tandis que les petits-enfants découvrent leur grand-mère biologique qu'ils côtoient depuis toujours sans le savoir. Et elle comprend que parfois, les plus beaux cadeaux de la vie arrivent déguisés en catastrophe, que parfois, il faut frôler le pire pour découvrir le meilleur. Cette accusation de vol qui aurait pu détruire sa vie venait, par un miracle du destin, de réunir une famille et de révéler que l'héroïsme d'un instant peut se transformer en bénédiction éternelle. Alors, avez-vous deviné cette incroyable révélation? Cette histoire vous a-t-elle touché autant qu'elle nous a émus en l'écrivant? Dites-nous en commentaire de quelle ville de France vous nous regardez. Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nantes, Strasbourg, Montpellier ou d'ailleurs. Nous adorons savoir d'où viennent nos spectateurs. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires françaises captivantes. Activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle histoire sort. Et maintenant, dites-nous, pensez-vous que Marie et Mathilde vont devenir amies après tout ce qu'elles ont vécu? Que va-t-il arriver à Constance de Montclair?
Partagez vos théories en commentaire. À bientôt pour une nouvelle histoire extraordinaire.